Madame la présidente, madame la ministre, monsieur le rapporteur, qui va arriver, madame la présidente de la commission, chers collègues. Depuis 72 ans maintenant, la sécurité sociale fait partie de notre identité. Cette formidable et généreuse idée, basée sur la solidarité et la répartition, née des esprits fertiles et éclairés du Conseil national de la Résistance. Le ministre du Travail, Ambroise Croizat, en fut le principal architecte. Ouvrier d'usine à 13 ans, militant syndical et politique, il a mesuré pleinement tout l'enjeu de la mise en place d'un régime général de couverture sociale qui mutualise une part de la valeur produite par le travail, mais surtout qui en confie la gestion aux travailleurs eux-mêmes. Le choix d'une société de partage et de solidarité qui fut longtemps un modèle pour les gouvernements progressistes du monde entier. Et c'est en cette 72e année que votre gouvernement porte un coup terrible à l'essence même de ce qu'est la sécurité sociale, en proposant dès 2018 de supprimer les cotisations sociales au profit de la CSG, fiscalisation injuste et inefficace. Un impôt non progressif qui vient d'abord frapper les revenus les plus faibles. Ambroise Croizat avait lui-même alerté que si les cotisations sociales disparaissaient au profit d'un impôt, ce serait la fin de la sécurité sociale. Ce PLFSS 2018 s'inscrit parfaitement dans la logique et la stratégie des gouvernements précédents, poursuivant la voie engagée. Reprenant les politiques antérieures mises en place, notamment de la loi Hôpital, Patients, Santé, Territoire, dite loi Bachelot, de la loi de modernisation de notre système de santé, dite loi Touraine, renforçant les attaques contre notre système de sécurité sociale solidaire. La poursuite de ces politiques est lourde de conséquences pour les professionnels, les usagers, placés dans un cadre d'inégalité sociale, économique, territoriale, mais aussi institutionnelle. Dans une période où tous les établissements de santé tirent le signal d'alarme sur leurs conditions de travail, où tous alertent sur le manque de moyens, où tous s'inquiètent sur l'augmentation constante des actes de maltraitance institutionnelle, vous proposez des économies sans prendre en compte l'urgence de leurs demandes. Je vous rappelle qu'en une année, ce sont 14 soignants qui se sont donné la mort sur leur lieu de travail. Vous en avez marre que je vous parle constamment de ces 14 soignants, mais on ne peut en aucun cas banaliser la mort et encore moins le suicide. Nous n'avons pas les chiffres sur le nombre de soignants qui ont mis fin à leur vie en dehors de leur lieu de travail. Nous n'avons pas les chiffres du nombre de tentatives de suicide. Nous n'avons pas les chiffres sur les changements de vocation et encore moins sur les burn-out. Par contre, j'ai une certitude. Toutes et tous ici avons reçu des témoignages de la part des soignants, des patients, des familles, dans toutes les circonscriptions françaises. Tous les personnels soignants du public et du privé souffrent. Il y a 3 mois, notre groupe vous a interpellé en rappelant les 14 besoins fondamentaux non respectés. Madame la ministre, vous avez ouvert une mission flash sur la condition d'accueil des personnes âgées dans les EHPAD en France, nous faisant penser que notre interpellation avait fonctionné. Une mission d'information va commencer début décembre, mais aucun moyen supplémentaire et aucune avancée sur les conditions de travail et d'accueil dans ce PLFSS. Madame la ministre, soyez rassurée, je suis très attentive. J'ai donc bien remarqué la ligne des 100 millions d'euros pour les EHPAD, mais cette ligne correspond à la création de 5 000 lits supplémentaires. Donc je confirme devant vous que vous ne donnez pas de moyens supplémentaires pour les EHPAD existants. J'attire aussi votre attention sur le fait que les mauvaises conditions ne concernent pas que les EHPAD. Les hôpitaux, les cliniques, les instituts, bref, tous les établissements de santé sont impactés. Les dispositions de ce projet de loi confirment que c'est encore les plus modestes qui en subissent les conséquences. Avec un objectif de dépenses d'assurance maladie à 2,3%, avec plus de 4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance maladie et après les plus de 10 milliards d'économies du précédent gouvernement, l'objectif politique consiste encore et toujours à faire supporter le poids d'économies à nos concitoyens et plus particulièrement les plus modestes. L'adaptation des dépenses aux recettes dans une recherche constante de gains de productivité, inscrite dans les contrats pluriannuels, constitue de fait le cadeau fait aux actionnaires des grands groupes privés. La branche famille en est un bon exemple.
Il est aussi évident que le chômage de masse fragilise le système par l'absence de cotisations sociales et patronales. Le maintien des bas salaires, la précarité, les inégalités professionnelles entre les femmes et les hommes ont eux aussi leur part de responsabilité dans la situation de la protection sociale. Chers collègues, savez-vous qu'en 2017, des enfants enterrent leur maman des suites d'un cancer? Pas par manque de prévention, non, mais par manque d'argent. Et oui, en 2017, il existe des témoignages troublants. Par exemple, une femme découvre qu'elle souffre d'un cancer du sein. Mais son mari est en fin de droit. Elle ne peut pas arrêter de travailler et donc perdre la moitié de son salaire pour se faire soigner. Alors elle recule l'échéance des soins. Quand elle commence enfin les traitements, il est trop tard. Et oui, en 2017, des enfants en bas âge se retrouvent orphelins de mère parce que ces dernières n'ont pas les moyens financiers de s'arrêter de travailler pour se soigner. La course effrénée à la rentabilité financière et à la marchandisation des besoins sociaux, dont ceux de la santé, a conduit à la catastrophe économique et sociale. De fait, il est nécessaire de cesser d'administrer la potion libérale à l'hôpital public, de s'émanciper de ce poison qu'est la logique comptable imposée. Les personnels ne doivent pas être la principale cible ni la variable d'ajustement pour réduire les déficits budgétaires de nos hôpitaux. Il faut sortir des conséquences néfastes de la politique des GHT et de la mise à mort des hôpitaux de proximité. Pour lutter contre la désertification médicale, il est au contraire urgent de développer un réseau de centres de santé publics rattachés aux hôpitaux de proximité avec des médecins et des personnels salariés. Cette solution permet de répondre à deux objectifs: une juste répartition des ressources humaines sur le territoire et la fin des dépassements d'honoraires avec la généralisation du tiers payant intégral. Mes collègues de la France insoumise et moi-même le souhaitons ardemment. Car ce n'est pas la télémédecine comme solution miracle à la désertification médicale qui doit primer. Pour lutter contre ce fléau, commençons par sortir du numerus clausus et des logiques financières en matière de santé. Madame la ministre, votre projet de médecine ambulatoire est dangereux, voire incomplet. Vous demandez aux proches des patients de gérer le transport et de promulguer les soins de surveillance post-opératoire. Vous connaissez les dangers de ces pratiques. Comment pouvez-vous avoir l'idée de les généraliser? Par souci d'économie, vous déplacez un problème. En effet, les services de soins de proximité sont déjà mis à mal, voire inexistants. Qui alors prodiguera les soins post-ambulatoires? De plus, vous poussez les 15% de Français sans mutuelle à choisir la médecine ambulatoire en augmentant le forfait journalier de 18 à 20 euros. Je tiens aussi à dire un mot sur l'extension de l'obligation vaccinale dont nous sommes de fervents défenseurs, mais qui, tant dans la forme que dans la précipitation de sa mise en place, suscite l'inquiétude et pour certains même le rejet. Après la série de scandales sanitaires que nous venons de traverser, Mediator, Dépakine, et tout récemment le Levothyrox, il aurait été prudent de prendre le temps de la discussion et de l'approfondissement, d'autant que le consensus scientifique demeure aléatoire. Savez-vous, chers collègues, vous qui tenez tant à la prévention chez les enfants, que certains jeunes enfants entrent aux urgences pédiatriques pour déshydratation sévère suite à une gastro-entérite? Une partie du traitement nécessaire, dont le lait infantile conçu pour cette pathologie, coûte entre 20 et 30 euros non remboursés. Beaucoup n'ont pas cette somme d'argent disponible. Beaucoup prennent donc des risques avec la santé de leur enfant, non pas par inconscience, mais toujours par manque d'argent. Allez discuter avec les parents en larmes dans les services d'urgence qui en plus ont le droit à une jolie leçon de morale au cas où ils ne culpabiliseraient pas assez. Pour conclure, veiller à l'équilibre des comptes sociaux est une préoccupation que nous partageons, mais pas à n'importe quelles conditions. Cela ne doit pas se faire au détriment de nos concitoyens en organisant le recul des protections et des prestations sociales dans une période où, parallèlement, le gouvernement fait le choix indigne de se priver de plus de 3 milliards d'euros avec la fin de l'ISF. Je vous remercie. Merci Madame Fiat. La parole est à Monsieur Pierre Dharréville pour la Gauche démocrate et républicaine et pour 10 minutes.